Bonjour, vous êtes toujours à l'Institut des Libertés et je reçois aujourd'hui Joseph Taïefé, qui est un nom dont on m'avait dit qu'il était d'origine iranienne, on m'a raconterait ça. Et c'est dans l'esprit, vous savez qu'on fait de temps en temps, on avait ça avec des amis belges, etc. Monsieur Furfari, qui était très bien. Il y a des industries qui sont injustement martyrisées, l'automobile, le nucléaire. Et à cette liste, depuis quelque temps, on a joint l'industrie plastique, de le plastique. Et vous dites dans le fond que on tape sur quelqu'un sur lequel on ne devrait pas taper. Donc vous vous portez défenseur, c'est une cause un peu perdue, mais ça fait rien, c'est bien d'essayer, de l'industrie plastique, de ce à quoi elle sert et de son futur. Vous avez l'impression que c'est pas foutu. Vous dites simplement on n'éduque plus des gens qu'on faisait le temps pour y travailler dedans, mais vous dites c'est dommage parce qu'en France on n'est pas plus mauvais que d'autres. Donc alors moi, ce qui m'inquiète, c'est pas qu'il n'y ait plus de plastique, c'est qu'il n'y ait plus de plastique français. Voilà, c'est ça, toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à force de dire du mal des gens, on les fait partir. Exactement, exactement. Parce qu'on est... quand j'ai rédigé cet ouvrage, quand j'ai commencé à rédiger cet ouvrage, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment, enfin il n'y a même pas d'ailleurs en France, aucun livre qui donne une autre vision du plastique que ce qu'on entend, on va dire globalement dans les médias, c'est-à-dire le plastique, c'est le diable, le plastique c'est toxique, le plastique c'est dangereux, le plastique on va dire, est la cause de toutes les misères du monde. Oui. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait prendre la plume ou le clavier pour y répondre. Alors, on m'a objecté quand le livre est sorti, mais vous êtes secrétaire général d'une organisation professionnelle qui regroupe des industriels du plastique, Plastalliance. C'est vrai, mais si, j'ai envie de dire, un boulanger écrit un livre sur la baguette, est-ce qu'on va lui reprocher de ne pas connaître son métier? Est-ce qu'un avocat qui écrit un livre sur une affaire, on n'écrit que sur ce qu'on connaît? Et aujourd'hui... Non, c'est pas tout à fait le cas que les journalistes écrivent sur des tas de trucs sur lesquels ils ne connaissent rien. Ça ne les empêche pas d'avoir une opinion assez arrêtée. C'est vrai, ça peut arriver, mais c'est pour ça aussi justement qu'effectivement, en l'occurrence, je pense que j'ai mis plus les pieds dans une usine de plastique que tous ceux qui ont écrit contre le plastique jusqu'à présent. Et donc, ce livre, vous le voyez à la couverture, Plastic Bashing, c'est pas plastique IC, c'est plastique QUE. Parce qu'en fait, on est dans un plastic bashing à la française. C'est vraiment l'exception française et dans lequel on a un pays qui a mis en place des réglementations et on va dire un bashing médiatique hors norme qu'on ne retrouve absolument pas quand vous traversez les frontières. Ben voilà, alors ce que j'explique aux gens, c'est que tout le monde me dit qu'il faut réindustrialiser la France. Vous savez, par exemple, vous avez dû entendre ça aussi dans les nouvelles, mais ce qui m'amuse le plus, c'est que quand vous prenez, par exemple, l'industrie française cotée en bourse, elle fait 28% de l'industrie, l'indice industriel de l'Europe, MSCI, et l'industrie allemande n'en fait que 21%. Donc on se rend compte que la France est un pays qui a une énorme industrie, mais que les politiques ont fait de telle sorte qu'il n'y a plus une usine en France. C'est-à-dire que vous avez des usines françaises partout dans le monde, et d'après ce que vous êtes en train de me dire, on va se retrouver avec des usines de plastique peut-être gérées par des Français partout dans le monde, mais il n'y en aura plus en France, quoi. C'est ça, géographiquement, ils vous auront fait fuir. Alors, moi, dans ce livre, ce n'est pas une épitaphe. Je suis un peu un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'anciens responsables patronaux, syndicaux, tout ça, qui écrivent des livres après la bataille. Ça veut dire, voilà ce qu'on aurait dû faire, on s'est cassé la figure, mais la question, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait au moment où vous étiez en place. Mais vous avez remarqué que c'est vrai des hommes politiques. Dès qu'ils s'en vont, ils ont plein d'idées. Exactement. Et en l'occurrence, aujourd'hui, l'espoir n'est pas du tout perdu et de loin pour l'industrie plastique. Alors certes, il y a un déclin. On était quand même à 4000 entreprises il y a à peu près une vingtaine d'années. On était même la deuxième européenne après l'Allemagne. Maintenant, on est troisième avec 3000 entreprises. L'Italie est passée devant nous. Alors qui c'est les entreprises? C'est des entreprises qui sont assez petites alors Alors justement, 88%. Parce qu'on présente toujours l'industrie plastique comme le grand pétrolier. On les assimile souvent à Total, mais Total Energy ou des entreprises comme ça, ce sont plutôt des producteurs de matière. C'est-à-dire que vous prenez un boulanger, le boulanger, il y a quelqu'un qui lui envoie la farine, Total, c'est la farine, c'est celui qui fait la farine. Par contre, le transformateur, c'est celui qui va travailler le produit. Et en l'occurrence, vous êtes sur ces 3000 entreprises, 88% ont moins de 50 salariés et 50% ont moins de 11 salariés. C'est-à-dire et qui sont d'ailleurs souvent situés d'ailleurs dans la France périphérique et qui parfois dans certains villages, c'est quasiment une entreprise de 40 ou 50 salariés, c'est quasiment l'Airbus du coin, j'ai presque envie de dire. Et c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en tant qu'économiste, je sais que 90% des emplois en France sont créés par des entreprises qui ont moins de 10 personnes. Donc chaque fois que vous forcez des concentrations à des gros groupes, etc., en fait, vous détruisez de l'emploi. Les petites entreprises créent des emplois, les grandes entreprises les détruisent. Donc, toute tentative si j'ose dire, de rendre cette industrie de plus en plus concentrée
pour je ne sais quelle raison, ça mènera sans doute à des résultats désastreux du point de vue social. Alors, il y a quand même de belles ETI et des belles entreprises, même des entreprises étrangères qui se sont installées, d'emballage plastique d'ailleurs, qui se sont installées en France. De ce point de vue-là, on va dire, la chance qu'on a chez nous, c'est qu'en tous les cas, nous, auprès de nos adhérents, les grandes entreprises ne sont pas en opposition avec les petites. C'est-à-dire que tout le monde, on va dire, fait corps et tout le monde a compris qu'il fallait vraiment se battre aujourd'hui contre, on va dire, une attaque et de la manipulation. On a vraiment affaire à une vraie manipulation médiatique. Alors, manipulation de l'information, mais elle vient de Paris ou elle vient de Bruxelles? C'est plutôt la France ou c'est plutôt l'Europe qui vous manipule? Alors moi, je peux vous dire que Bruxelles, aujourd'hui, la Commission européenne, l'Union européenne, on entend beaucoup de critiques à ce sujet. Ils peuvent faire un truc bien. Hein. Mais sur le plastique, ils ont fait vraiment un travail formidable. C'est-à-dire que, je le dis, et ça peut vraiment choquer, la souveraineté de l'industrie plastique française est sauvée par Bruxelles et pas par la France. Aujourd'hui, Bruxelles a mis en place, d'ailleurs, une nouvelle réglementation, par exemple, sur les emballages. Quand vous regardez la réglementation, 99,5% des emballages plastiques ont un avenir. Vous prenez la réglementation française, fin des emballages plastiques à usage unique en 2040. Ni l'Allemagne n'a prévu ça, ni l'Italie, ni l'Espagne, etc. Et alors pourquoi en France? Pourquoi cette espèce de truc? Qui a décidé ça? C'est les crétins d'écolo ou... Alors je vais vous parler d'un épisode dans le livre qui s'appelle « Plastique nucléaire, même combat ». Ah oui? Je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes ONG qu'on avait retrouvées contre le nucléaire, financées d'ailleurs par l'Allemagne, contre l'industrie plastique. Donc j'en parle et je pense que ça a été assez sérieux dans le sens où l'école de guerre économique qui est dirigée par M. Christian Arbulot a sorti un rapport alors qui est passé complètement sous les radars des médias, je crois que l'usine Nouvelle qui en a parlé, qui est sorti fin d'année dernière, un rapport de guerre sur la guerre économique sur les plastiques et les composites. D'ailleurs, il reconnaît dans la préface que c'est le livre qui les a effectivement mis sur le chemin. Et en fait, il apparaît que, par exemple, je citais une fondation que vous connaissez peut-être, la fondation Heinrich Böll, qui est une fondation qui a énormément œuvré contre le nucléaire français. Ça veut dire que c'est une fondation qui est allemande, qui est financée par des fonds fédéraux allemands et qui est un satellite, on va dire, des Verts allemands. Ce n'est pas juste des sympathisants, c'est des satellites. C'est-à-dire, en Allemagne, pour eux, ce type d'association, c'est vraiment quasiment une partie du parti, on va dire. Et en fait, cette même fondation en fait, a lancé, on va dire, des documents, a financé des bandes dessinées en France pendant la période de la loi AGEC pour expliquer que la France devrait arrêter l'industrie plastique, que la France devrait travailler main dans la main avec l'Allemagne pour diminuer le plastique, sauf que ce qui est quand même assez étonnant, c'est que l'Allemagne est quand même le numéro 1 de l'industrie plastique européenne. Est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas fait la même propagande là-bas. En Allemagne, donc on y avait droit, nous. C'est nous qui avons droit. Moi, je dis toujours aux ONG, même françaises ou étrangères, je dis, mais vous venez tous en France. On parle du continent du plastique, mais je dis, il y a un continent d'ONG en France. Ils se sont tous agglomérés ici. Mais allez en Allemagne. L'Allemagne produit 2,5 fois de plus de plastique que nous. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont 300 000 entreprises toujours comme nous, mais 300 000 salariés, alors que nous, on est à peu près à 120 000. Donc, c'est des boîtes un peu plus grandes. Mais elle produit 2,5 fois plus de plastique que nous. L'Italie produit quasiment 40 à 50%. Parce qu'il fait bon vivre en France, donc ils vivent tous là. Et en Allemagne, et ils reçoivent leur pognon d'Allemagne et ils viennent vivre en France, c'est ça? Je pense qu'ils peuvent recevoir de l'argent de l'Allemagne ou d'ailleurs, mais qui viennent en tous les cas l'utiliser en France auprès des élus. Énormément, on va dire, de dispositions de la fameuse loi AGEC que Brune Poirson, l'ancienne secrétaire d'État, avait soutenue à l'époque. Quand on regarde les amendements, il y a marqué rédigé avec le soutien, avec l'aide de WWF, avec Zero Waste France, avec etc., etc. Vous n'avez pas, en tous les cas, des amendements signés à marquer avec Place d'Alliance, avec nous. Ça, vous en trouverez pas. Et en l'occurrence, on est quand même dans une... Alors, les causes, à mon sens, sont différentes concernant le nucléaire. Le nucléaire, il y avait, comme je dis, il n'y a pas d'atome crochu, on va dire, entre l'Allemagne et le nucléaire. Donc, saboter le nucléaire, ça les arrangeait. Mais sur le plastique, ils sont vraiment ils sont vraiment en tête. Et à mon sens, et c'est la théorie que j'ai soumise, que le rapport de guerre économique de M. Arbulot ensuite a plus étayé, c'est que pour moi, c'est une opération de guerre économique pour tuer un concurrent. On est quand même un marché frontalier. Aujourd'hui, actuellement, on importe plus de produits plastiques d'Allemagne que ce que nous, on leur envoie. Donc déjà, aujourd'hui, en termes de déficit, malgré qu'on a quand même des belles entreprises, on a quand même encore des produits plastiques qui viennent aujourd'hui d'Allemagne. Et en l'occurrence, lancer, on va dire, dans la tête des médias ou des entreprises, surtout que le plastique, c'est fini, et l'emballage plastique, c'est 40% de la filière. C'est 40%. Bien sûr. L'automobile, c'est 10%, le bâtiment, c'est 20%, mais l'emballage, c'est quand même le secteur majoritaire.
Et en l'occurrence, vous avez des entreprises à l'époque de AGEC, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bon, je vais passer au carton, je vais passer au verre, je vais passer au métal, ou j'abandonne, je passe à autre chose. Nous, on a dit à nos adhérents, ne bougez surtout pas, ne bougez pas, résistez, parce que juridiquement, ils ne pourront pas le faire. La réglementation européenne les empêchera justement aujourd'hui. Bruxelles est notre bouclier, en fait, à ce sujet-là. C'est rigolo, c'est bien la première fois que j'entends dire que... Non, c'est pas la première fois, parce que il y a des endroits où, en effet, où Bruxelles a été un peu plus intelligent que la France, parce qu'il y a les Italiens qui gueulaient, ou j'en sais rien. Mais c'est à quel point, ce que je trouve fabuleux dans votre discours, c'est à quel point le corps politique français semble être incapable de protéger l'industrie française, même intellectuellement. Il n'y a pas de... Dès que vous dites du mal de l'industrie française, on a l'impression que les journalistes se précipitent tous avec l'aide des politiques pour renforcer l'impression désastreuse que le monde industriel a sur le... Donc, en France, on a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a, dans le fond, les gens... Je vais vous dire quelque chose, j'ai l'impression qu'ils détestent les employeurs. Les politiques détestent les employeurs parce qu'ils doivent faire de la concurrence pour l'affection de ceux qui votent. Mais je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression que dès qu'un type emploie quelqu'un, il est immédiatement considéré en France comme un salopard. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup d'incompétence, mais il y a aussi du sabotage. Moi, je finis mon livre d'ailleurs avec la citation d'Elon Musk quand il disait que l'ignorance à la limite, enfin l'incompétence à la limite est indiscernable du sabotage. Oui. À la fin, l'effet est le même. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui sont, on va dire, contre le plastique, mais parce qu'ils sont mal informés. Oui. Et vous avez des gens qui sont idéologiquement, ou parce qu'ils ont une association anti-plastique et qui vivent de ça, donc c'est leur business aussi, parce que c'est quand même un bon business. Le nombre d'associations qui sont créées sur ce thème, eux, effectivement, c'est leur intérêt de défendre... Alors là, il se passe quelque chose d'intéressant, qui est très intéressant, c'est que beaucoup de ces associations étaient branchées aux États-Unis et dans le reste du monde sur le USAID, vous savez, qui recevait, qui est dans le fond... Vous faisiez une association de lutte contre le plastique, et puis vous mettiez $1 million dedans, ou je ne sais pas quoi. Puis ensuite, vous demandiez de l'aide au Parti démocrate américain, qui vous faisait $1 milliard, et avec ça, vous viviez noblement, et vous pouviez faire votre boulot de foutre en l'air l'industrie plastique française, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le USAID, c'était la façon dans le fond, par le Parti démocrate, de subventionner toutes ces ONG. La source est coupée. Donc on peut penser que les ONG vont se retrouver assez rapidement dans une situation financière où ils auront moins de capacité à inviter à déjeuner les journalistes, quoi. Ça, il est clair qu'effectivement, il y a une nouvelle époque qui s'ouvre et il est clair que des financements vont s'arrêter. Alors, il y a les financements peut-être des États, effectivement, qui peuvent arriver, mais moi, le financement que je reproche toujours, c'est le financement des entreprises ou des grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, vous en avez certains qui, sous couvert d'une direction RSE qui veut paraître plus vert que vert, dit on va financer telle ONG pour avoir la paix. C'est un peu une manière d'acheter la paix sociale, comme on pouvait parfois, on entendait les histoires des financements des syndicats, etc. Sauf qu'au final, qu'est-ce qui se passe? L'ONG, peut-être qu'elle fout la paix pendant le temps qu'elle est financée, mais elle file le dossier au voisin. Et on l'a vu. Oui, qui lui n'est pas financé. Qui lui n'est pas financé et que donc lui récupère le bébé et qui ensuite lui va y aller. D'ailleurs, quand ils sont d'ailleurs souvent financés par des entreprises, ils rentrent dans les entreprises. C'est-à-dire, ils voient comment les entreprises fonctionnent, ils voient les points faibles, ils voient ces choses. Je prends l'exemple de Danone. Danone, première entreprise à mission du CAC 40, merveilleux. Ils viennent de se prendre un procès pour justement, soi-disant, ne pas avoir atteint leurs objectifs concernant le plastique. Donc ça valait vraiment le coup de le faire. Je veux dire, ils se sont d'une certaine manière couchés, j'ai envie de dire, devant les associations, avec les conséquences. Leur président, d'ailleurs, parce qu'il y avait ces objectifs et qu'on a foutu à la porte parce que la rentabilité s'effondrait, les actionnaires n'ont pas été très contents. Donc il y a 2-3 ans, ils avaient un président qui était un gauchiste remarquable, mais il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire parce qu'il a été... Donc, c'est intéressant parce qu'on voit un peu tous les travers de la société française, c'est-à-dire d'avoir des gens compétents qui sont foutus en l'air par des systèmes d'information qui ne sont pas compétents et qui travaillent contre les intérêts nationaux. C'est quand même on se dit que c'est quand même une grande spécialité de notre pays, quoi. C'est une grande spécialité et c'est triste. Parce qu'en fait, parce que le plastique, c'est pas une histoire chinoise, c'est pas une histoire saoudienne, c'est pas une histoire moyen-orientale. C'est une histoire européenne, américaine, mais française, allemande,
italienne, belge, qui se rappelle que le PVC, le premier qui a découvert le PVC, c'est un Français. Qui se rappelle que la première bouteille en plastique, c'est la France qui l'a créée. Les fameux bouchons attachés sur les bouteilles, c'est source allemande, cristalline. Chaque fois que je mets la bouteille, maintenant ça coule sur le bouchon et s'en fout partout. Oh, ils améliorent le système au fur et à mesure, effectivement, au vu des retours. Mais on va dire, on a été, pour l'industrie plastique, fait partie de notre identité. Dupont de Nemours aux États-Unis, c'est Élu Ether Dupont de Nemours. C'est un Français qui a émigré déjà, qui s'est exilé, alors pas fiscalement à l'époque, mais en tous les cas, qui est passé de l'autre côté. Surtout, c'était un physiocrate, c'était un économiste, vous savez, le premier économiste et physiocrate, et il est allé développer ses talents aux États-Unis et créer cette immense société, d'ailleurs, qui est à Wilmington, qui est dans la région c'est là où Biden était élu. Donc oui, il y a toute une série. Mais quand vous regardez les grands noms de la révolution industrielle anglaise, les Courtauld, la révolution, c'était toujours des protestants français qui s'étaient barrés. Donc on n'imagine pas à quel point le fait pour les Français de virer leur élite une fois tous les 50 ans, comme ils le font avec beaucoup d'industriels, collectifs et tout, a permis le développement du reste de l'Europe. C'est remarquable. Toute l'armée allemande a été faite par d'anciens généraux français qui ont volé à Louis XIV, toute l'industrie anglaise par des protestants français qui ont développé leur business là-bas. Et je vois on continue dans cette belle idée que si quelqu'un est compétent en France, il faut qu'il aille exercer ses talents ailleurs, quoi. Tout à fait. Non, mais il faut quand même pointer le fait que la France est quand même la deuxième européenne en termes, par exemple, de dépôt de brevets sur le recyclage et les bioplastiques. Pourtant, on est l'avant-dernier européen dans le recyclage des emballages plastiques, par exemple. Donc, ça veut dire que les brevets ne restent pas en France. Donc, on a une perte, effectivement. On a beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées, mais on n'a pas de pétrole. Mais par contre, nos idées sont utilisées par d'autres. Mais c'est vrai, aujourd'hui, l'histoire du plastique, il faut que les auditeurs et les téléspectateurs s'en rendent compte, c'est beaucoup plus important, je pense, même que le nucléaire. Parce que sans plastique, vous n'avez pas de nucléaire. Sans plastique, vous n'avez pas de nucléaire. Le nucléaire, vous entendez actuellement tout ce qu'on entend concernant les fameux PFAS. Pour faire du nucléaire, il faut un certain PFAS qui s'appelle le PTFE. Sans PFAS, vous n'avez pas de nucléaire. Mais sans PFAS, et ça m'amuse beaucoup, il n'y a pas d'éoliennes. Parce que les pales d'éoliennes seront recouvertes de PFAS. Donc ça ne dérange pas les écolos qu'il y ait des PFAS, on va dire, dans les champs. Et avec la pluie qui tombe dessus, c'est pas grave, ça va. Ça, c'est pas polluant. Pour faire des panneaux solaires, il faut également des PFAS. Dans l'automobile, dans l'aéronautique également, on en a besoin. C'est une question de souveraineté. C'est-à-dire que moi, ce sera la phrase d'ailleurs de tête de mon prochain livre, c'est que celui qui domine l'industrie des plastiques domine le monde, très concrètement. Et on le voit concernant justement les négociations internationales qui depuis 2-3 ans patinent concernant les plastiques. Et vous avez d'un côté la France et le Rwanda, par exemple, qui se sont alliés pour dire on va arrêter le plastique. Et vous avez de l'autre côté les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Venezuela, Cuba, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui disent non, on ne veut pas réduire. Donc, d'une certaine manière, d'ailleurs, le plastique favorise l'amitié entre les peuples parce qu'il y a des pays qui ne s'entendraient pas, qui, justement, sur le plastique, se sont mis d'accord. Et Biden, même à l'époque, n'était pas pour la réduction. Il disait, je ne veux pas réduire. Donc, c'est pour ça que le traité s'est conclu en Corée du Sud l'année dernière, en fin de compte, sur rien. Les ONG voulaient tout interdire. L'Europe disait, écoutez, nous, on a mis ça comme mesure en Europe. Éventuellement, on pourrait transposer ça au reste du monde. Pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas en tant qu'Européen, mais ça peut déranger, par contre, les autres pays qui, eux, n'ont complètement aucune norme ni rien. Donc, pour eux, l'Europe, c'est quand même beaucoup plus de normes qu'eux. Et vous avez la France, effectivement, qui pensait, on va dire, pouvoir faire passer ces interdictions sur un traité international. Et ils vont réouvrir encore une séance de négo exceptionnelle en Suisse pendant 10 jours, courant l'été, courant août. Donc déjà, moi, j'ai envie de dire, arrêtons de perdre du temps. Biden, déjà, ne voulait pas réduire la production. Et je pense pas que Trump, qui veut revenir aux pailles en plastique, j'ai envie de dire, les pailles en plastique sont interdites dans l'UE depuis, avec la directive de 2019 depuis 2021. Bon, ok. Honnêtement, ce n'est pas une perte pour l'industrie plastique française. Je connaissais peu de personnes qui faisaient des pailles en France, en tous les cas. Mais ce qui est important dans ce que Trump a fait, c'est de se dire que s'il veut même réintroduire les pailles en plastique, ça veut dire qu'il n'interdira rien d'autre. Donc, à un moment donné, il faut être conscient de ça. Trump fait partie d'une école de pensée qui dit que c'est bien d'empêcher les gens de faire, mais c'est mieux de les aider à faire. Vous savez, empêcher, c'est facile, faire, c'est difficile. Donc, on peut penser qu'en effet... Mais sans plastique, on ne fait rien. Mais sans plastique, on ne fait rien. Donc, sans plastique, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'humanitaire. Toute l'aide humanitaire
les gens me parlent de Gaza, j'entends les écolos ou la gauche qui parlent de Gaza, sans emballage plastique, vous ne donnez pas des bouteilles d'eau aux Palestiniens, vous n'envoyez pas des vivres. Et du côté israélien, quand les Israéliens ils prennent des roquettes, ils se réfugient dans les safe rooms, qu'est-ce qu'il y a? Des produits emballés. Donc l'emballage est nécessaire. Je veux dire, pour les restos du cœur, on ne va pas donner du vrac aux gens, hein, on leur donne des produits emballés. Non, c'est toujours pareil. Mais c'est une question intéressante que vous posez parce que c'est celle, dans le fond, du refus de la modernité par une partie importante de la classe intellectuelle. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, on voit bien de l'amélioration qui s'est passée depuis 3 siècles dans le niveau de vie, quoi. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là détestent l'industrie, détestent la science, détestent la modernité? Je ne sais pas d'où ça vient, intellectuellement. Ils n'y comprennent rien? On a peut-être les fameuses années 80, aller dans les services, l'usine, effectivement, c'est pas bien, c'est le passé, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'industrie et le moteur, enfin, c'est le moteur du... Oui, c'est le moteur de la hausse du niveau de vie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nos systèmes d'éducation ont fait des gens qui, aujourd'hui, font tous des licences de sociologie et plus personne ne fait des trucs de mathématiques, de sciences, on ne fait plus d'ingénieurs. On forme des gens qui, dans le fond, sont là pour dire du mal de ceux qui bossent, quoi. Vous savez, le plastique, la chimie la chimie est attaquée. Je veux dire, la chimie, qui est la mère de quasiment de beaucoup de sciences, mais si déjà on explique aux gens que les usines chimiques sont des pollueurs, que les usines chimiques sont des méchants, enfin exactement comme les pétroliers, quelqu'un qui travaille dans le pétrole, ce que tu fais, c'est horrible. Les jeunes, ils se projettent pas non plus de rentrer là-dedans, ou même quelqu'un qui bosse là-dedans, il me dit je rentre le soir autour de la table, tout le monde me tombe dessus en disant tu travailles dans tel secteur, comment c'est horrible. J'ai vu un reportage à la télé qui dit que ce que tu fais c'est toxique ou je sais pas quoi. Donc à un moment donné, il y a une pression, mais je peux vous assurer que moi, ce genre de choses, je le vois vraiment que spécifiquement en France. Hein. Ça veut dire que vraiment ce plastic bashing, moi je l'ai vu à partir de 2018, Cache Investigation, d'ailleurs l'émission qui s'appelait Plastique, la grande intox. Donc d'une certaine manière, mon livre est aussi une réponse à Élise Lucet. Mais on va dire, il y a vraiment eu une organisation vraiment depuis 2018 pour vraiment expliquer aux gens que non, on est responsable de la pollution plastique dans le monde. Alors que, et c'est un chiffre qu'il faut quand même garder à l'esprit, la pollution plastique dans les océans, l'Europe, c'est 0,6%. C'est une source qui est citée dans mon livre, en source ouverte. C'est une étude de 2021, mais qui est toujours valable aujourd'hui, 0,6%. La France, c'est 0,02%. Les Philippines, 36%. Plus que la Chine. La Chine, c'est à peine 7%. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Chine pollue quasiment 4 fois moins que les Philippines. 5 fois moins que les Philippines. Les Philippines, c'est 36%. Donc moi, ce que je conseille aux ONG, c'est d'aller prendre leurs valises et d'aller aux Philippines et d'expliquer au gouvernement philippin qu'ils sont des criminels. 36% de la pollution plastique dans les océans. Les Philippines, l'Inde, c'est à peu près 10%. Donc, à un moment donné, je veux dire, on peut supprimer tout le plastique de l'Europe. Ça changera toujours rien à la pollution. Mais surtout, c'est qu'au final, ce qui va se passer, et c'est ça ma crainte, c'est qu'à un moment donné, si les usines se rendent compte que en termes de climat, il y a des risques, par exemple, d'attentats, d'attaques, de manifs, de journaux qui commencent à critiquer, ils vont dire quoi? Ils vont dire on va s'installer ailleurs et on va vous importer nos produits. Parce que vous aurez toujours besoin d'utiliser nos produits. Mais c'est exactement ce qui s'est produit partout ailleurs. Pendant le Covid, les fameux masques qu'on a mis sur le visage, c'est du polypropylène. C'est du plastique 100%. Et là, on vous explique qu'on respire du plastique, que le plastique au contact des aliments, ce serait dangereux, mais ça n'a dérangé personne de mettre des masques sur le visage. Donc, à un moment donné, il faut m'expliquer, il faut attaquer l'État pour mise en danger de la vie d'autrui à ce moment-là. C'est ce qu'on a eu. On a reçu quelqu'un de très sympathique qui s'appelait Fourfari, qui était à la Commission européenne, qui était je ne sais pas si vous l'avez jamais rencontré. Je le connais tout à fait. C'était un vieux monsieur très sympathique. Et son fils également est dans l'organisation européenne du recyclage, d'ailleurs, des plastiques. Et lui, il nous disait quelque chose, c'est quand il était jeune, donc à la Commission européenne dans les années 60, c'était une espèce d'appel vers le haut, il fallait trouver des solutions, plus d'énergie, moins cher, et tout ça. Et en l'espace de 30 ou 40 ans, c'est devenu une espèce de condamnation de l'industrie, et comment la limiter, comment l'empêcher. Donc, qu'est-ce qui a pu nous arriver dans nos têtes pour qu'on passe d'un monde de gens des années 50-60 qui avaient la pêche, qui on leur disait chercher, trouver des trucs, et puis d'un seul coup on leur a dit non, il faut que maintenant vous empêchiez. Voyez, je ne suis pas d'accord de dire que c'est la Commission européenne qui est partie ça. L'Europe, c'est aujourd'hui 27 États qui sont imparfaits. Ouais. Donc c'est sûr qu'à la fin, ça ne fera pas quelque chose de parfait. Et c'est le reflet en fait des gens qui sont dedans. Quand on avait par exemple, on va dire 27, on va dire États à peu près, qui étaient quand même plutôt
écolo, vert, etc., la politique européenne était aussi à l'image, on va dire, un petit peu de ça. Là, on voit aussi que les gouvernements ont quand même, il y a eu des changements de gouvernement, il y a quand même d'autres partis et d'autres tendances qui sont arrivées. Et qu'est-ce qu'on voit à Bruxelles? On parle de compétitivité. Donc, la Commission s'adapte aussi par rapport aussi aux États qui sont autour de la table. Et l'autre point, c'est qu'il faut aussi, les fonctionnaires à Bruxelles, on peut dire ce qu'on veut, mais la Commission européenne et l'Europe, d'ailleurs, l'Union européenne, c'est à peu près 30 000 fonctionnaires. Hein. Donc, 30 000 fonctionnaires, ça peut paraître beaucoup. La mairie de Paris, c'est 50 000. Donc, 30 000 fonctionnaires pour gérer 27 États, le marché intérieur, voir ce qui se passe dans chaque État, je veux dire, c'est pas énorme. Et la Commission n'a pas les moyens, parfois, d'avoir les éléments. Il faut, en fait, alors, quand on dit lobby... Oui et non. Alors moi, je me considère, on me dit toujours, vous êtes lobbyiste. Alors le problème, c'est que moi, c'est un syndicat patronal, on est à but non lucratif, on fait du lobbying, mais ça ne fait pas, c'est pas juste ça. Un lobbyiste professionnel, je prends l'exemple de M. Coste, par exemple, Thierry Coste, lui, il a une société de lobbying, il peut travailler comme il l'a fait pour les chasseurs et demain pour les anti-chasses, quoi. Ouais, donc c'est celui qui le paye. En l'occurrence, nous, on défend une cause. Ça veut dire que je ne défendrai pas une autre cause. Je n'irai pas travailler pour les gens du carton ou du verre, parce que je crois aussi à la cause que je défends. Je ne fais pas juste parce que je suis payé pour, mais parce que vraiment je crois à cette cause. Et en l'occurrence, la Commission, ils ont besoin d'éléments du terrain. Et moi, j'ai remarqué que sur la partie plastique, depuis un certain nombre d'années, ils ont justement cherché à avoir des informations, à avoir des éléments, comment ça se passe, visiter des sites, comprendre comment ça fonctionne. Et quand on a, on va dire, cet échange, on va dire, soutenu avec la Commission, on arrive à un excellent résultat. C'est-à-dire, moi, vraiment, sur la partie plastique, ils ont interdit quelques produits qui étaient, on peut dire, problématiques, les pailles, les touillettes, les piques à steak. À mon sens, on peut s'en passer, et paille, d'ailleurs, même paille papier, on pourrait s'en passer. Mais aujourd'hui, maintenant, ils disent, voilà, on a fait ça, et c'est tout le rapport d'ailleurs de Mario Draghi, qui est quand même qui est incroyable, qui indique quand même à un moment donné que l'industrie plastique est celle qui émet le moins de CO2 parmi toutes les industries, quoi, au niveau énergie intensive. Que le problème du plastique, c'est pas la décarbonation. Il ne faut pas décarboner le plastique parce que d'un point de vue intellectuel, et il a raison de le dire, le plastique est fait de carbone. Donc comment vous voulez décarboner quelque chose qui est à base de carbone? Il a dit aujourd'hui, le problème du plastique, c'est que l'enfouissement et l'incinération, c'est des problèmes que je soulève également dans mon livre et qui sont aussi que la France, effectivement, malheureusement, est touchée par ça, coûtent beaucoup moins cher et sont beaucoup plus rentables, en fait, que le recyclage. Et aujourd'hui, vous avez des sociétés que je ne citerai pas, qui se présentent comme étant des recycleurs. J'appelle ça du greenwashing, mais parce qu'au final, ils ont une unité d'incinération à côté, et donc ils vont recycler 2-3 trucs faciles à recycler, comme les bouteilles d'eau. Mais par contre, pour recycler des pots de yaourt en polystyrène, aujourd'hui, on les envoie en Espagne et en Belgique. Donc, en gros, j'entends le président de la République qui dit, écoutez, on est la France, on a l'arme nucléaire, on est membre du Conseil de sécurité, mais vous savez toujours pas recycler des pots de yaourt en polystyrène, quoi. Donc, alors que les Belges et les Espagnols, ils le font. Donc, à un moment donné, il y a cette problématique-là, et cette problématique-là, il y a des solutions, et le livre apporte des solutions qui aujourd'hui n'ont jamais été mises en œuvre en France, mais par contre au niveau européen, ces solutions, en l'occurrence... oui, c'est encore une fois ce qu'on voit un peu partout, c'est toujours cette espèce de contradiction qui existe entre la réglementation française, et moi je le vois dans le domaine de la finance, et la réglementation européenne. Bon, vous avez une réglementation européenne qui est très contraignante, mais les Français sont crus obligés de coller au-dessus de la réglementation européenne qui est très contraignante, une réglementation encore plus contraignante, ce qui fait que toute la finance se barre de Paris, quoi. Il n'y a plus de finance en France. À force de les empêcher de bosser, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, non? Oui, alors, je vais vous dire une phrase que j'ai sortie, ça a beaucoup amusé à Bruxelles, lors d'un événement à Bruxelles de l'industrie plastique. J'ai dit, mais la régulation, c'est de la dérégulation. Ils m'ont dit, mais comment la régulation, c'est de la dérégulation? J'ai dit, écoutez, vous prenez la réglementation européenne sur les emballages. Une réglementation, c'est vrai, une centaine de pages, avec certainement des actes délégués à venir, d'équivalent de décrets d'application, c'est vrai. Mais cette réglementation unique, qui sera la même pour toutes les entreprises de l'UE, remplace 27 réglementations, 27 lois, 27 des décrets peut-être dans chaque pays, etc. Donc pour les entreprises, ça facilite le travail. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui sont... moi, j'ai des boîtes qui sont présentes dans 5, 6, 7 pays. Et en fait, avoir la même norme en se disant, voilà, ce que je vais produire dans tel pays, si je l'envoie également à l'autre pays, ça va être les mêmes normes en termes de contact alimentaire, de production, etc. Ça vous fait des économies d'échelle extrêmement importantes. Et au final, nous, ça nous arrange. Je veux dire, moi, je préfère avoir ça plutôt que dire que chaque pays va faire sa réglementation sur le plastique et au final, on va se retrouver avec des problématiques. Ça fait plaisir. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il arrive à l'Europe d'être utile à quelque chose. Et j'en suis très content. Et puis, parce que il y a des tas d'endroits où ça ne nous paraît pas évident.
Mais quand l'Europe fait ce pourquoi elle a été faite, c'est-à-dire simplifier la vie des hommes d'affaires, ben, ça marche. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Il faut le saluer. Il faut le saluer. Ben, il faut saluer les bonnes choses. Je suis content qu'on l'ait fait avec vous. Ben, écoutez, je représente ce livre. Ça s'appelle Joseph Taillefer, Plastic Bashing, l'intox. Et d'après ce que vous m'avez dit, il y a assez peu d'intox en Allemagne et tout sur tous ces trucs-là. Mais en France, nos intellectuels se donnent un mal de chien pour dire le plus de mal possible du plastique, ce qui, selon vous, n'est pas vraiment justifié. Ah ben, vous savez, on nous a expliqué qu'on avalait 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte bancaire. C'est quelque chose qui est même relié encore aujourd'hui. Dans le livre, je vous mets les études qui démontrent que cette affirmation de WWF est une fake news. C'est un mensonge et ça continue. Donc, alors pourquoi ne peut-on pas les attaquer? Est-ce qu'on ne peut pas dire vous avez menti devant les tribunaux que les faire condamner? Parce que ces gens qui représentent le bien, à un moment ou à un autre, il va falloir les mettre face à la responsabilité. Vous mentez. Alors, c'est vrai qu'on pourrait effectivement, par exemple pour du dénigrement, ou pour effectivement de fausses informations. Alors, nous, notre organisation, on est très à l'attaque, mais surtout contre les réglementations que la France sort, contre les réglementations européennes. Non, au final, on va dire, ils peuvent sortir, on va dire ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à l'échelle française. Ça veut dire cette histoire de carte bleue, personne n'y croit en Allemagne, personne n'y croit en Espagne, personne n'en parle en Italie. Il n'y a qu'en France qu'on en parle. Mais ça a été vraiment quelque chose qui a vraiment fait peur. Aujourd'hui, on nous parle maintenant d'une cuillère en plastique dans le cerveau. On a raconté qu'on trouverait dans 20 ou 30 ans plus de plastique que de poissons dans les océans. Et pourtant, la BBC, en 2015... avait indiqué, mais on ne peut pas affirmer ça parce qu'on ne sait déjà pas combien il y a de poissons dans les océans aujourd'hui. Et puis, surtout, les océans, ceux qui sont près des côtes, il n'y a peut-être plus beaucoup de poissons, mais quand vous allez du côté du pôle Sud, là, il y a la mer partout et il y a beaucoup de poissons. Tout à fait. Mais il y a vraiment une manipulation de masse et en fait, si je veux vraiment vous résumer un peu ce qui est en train de se passer, c'est que pendant des années, on nous a présenté le dauphin, la baleine qui s'étouffe. Ça ne marchait pas parce qu'en fait, au final, les gens, ils continuent de consommer. Maintenant, on essaye de nous faire peur avec ce qu'on ne voit pas. On vous dit maintenant, ce qui est dangereux, c'est le microplastique. On avale des microplastiques, c'est cancérigène, on va tous mourir, etc. On va tous mourir, ça c'est la truc habituelle, oui, ça, on va tous mourir. Alors que l'espérance de vie a quand même, depuis que le plastique, on va dire, est là, n'a cessé d'augmenter, que le plastique est le matériau roi à la santé. Vous rentrez dans un hôpital, j'ai presque envie de dire, c'est un bon présentoir de l'industrie plastique. Et surtout, c'est que les études, aujourd'hui, c'est d'ailleurs la nouvelle méthode des ONG, et même de certains chercheurs, ils vous sortent une étude en mettant un titre un peu choc. Mais quand vous lisez l'étude, et il faut toujours lire l'étude, surtout dans les limites, parce que toujours à la fin, dans les conclusions, il y a une partie dans les limites. Par exemple, il dit oui, on a trouvé des microplastiques dans les artères et tout, mais à la fin, ils vous disent bon, peut-être c'est dû aux appareils plastiques qu'on a utilisés pour faire les recherches. Donc, à un moment donné, ces études ne valent rien. Ça veut dire que ça ne démontre rien. Et heureusement, au niveau de... C'est important ce que vous dites, parce que partout, on le voit, on l'a vu au moment du Covid, etc. On utilise la science comme si c'était un absolu, alors que ça ne peut pas être un absolu. S'il y a un consensus scientifique, ça ne peut pas exister, un consensus scientifique. Il y a toujours un gars qui peut ne pas être d'accord. Le propre de la science, c'est le doute. Donc, si ces gars-là vous disent le plastique, maintenant, on le trouve dans les artères... Je dis pas qu'on n'en trouve pas, mais la question c'est d'où il vient, et surtout moi j'ai des études scientifiques, parce qu'en fait il y a un peu ce qu'on appelle la technique du cherry picking, c'est-à-dire les gens ils prennent que les études qui les intéressent, mais il y a une étude par exemple fin 2024 qui a fait l'étude des études sur 7 ans concernant les microplastiques, une étude indépendante, c'est pas payé par l'industrie ou quoi que ce soit. Et il indique quoi? Et il dit qu'en fait dans toutes les études concernant justement les histoires de microplastiques dans les laboratoires, les doses de microplastiques qui ont été à quoi ils ont soumis les animaux, les rongeurs ou les poissons, sont des doses qu'on ne retrouve pas dans la nature. Donc à un moment donné, dans la nature aujourd'hui, on est soumis à de la poussière dans l'atmosphère, à des produits qui eux peuvent être problématiques bien plus que les microplastiques aujourd'hui. Mais on nous dit, regardez, j'ai soumis le pauvre hamster à tant de milligrammes pendant 2 semaines de plastique, à la fin il en est mort. Bah oui, mais moi-même, si j'avale 1 kilo de plastique, je ne vais pas me sentir aussi bien dans 1 heure. Donc, Tout à fait, mais c'est ça qui me gêne beaucoup dans la période actuelle, c'est que dans le fond, autrefois, il y avait quand même, dans les discussions, il y avait quand même présomption de bonne foi. Aujourd'hui, dans beaucoup de discussions, je ne trouve plus cette présomption de bonne foi, ni dans celui avec lequel je suis en train de discuter. Et si vous êtes en train de discuter avec un gars dont vous pensez qu'il a un objectif caché, c'est très difficile de discuter. C'est très difficile parce que vous vous dites, mais il est en train d'essayer de m'enfler. Donc, quelque part, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que cette espèce de
chute dans la qualité du dialogue démocratique, ça va jusqu'au plastique, si j'ose dire. Ça se passe au niveau... si vous voulez, voyez au Parlement européen, les Mélenchon et Le Pen, ils se donnent des grandes claques dans le dos, ils s'adorent, et puis dès qu'il y a une caméra, crac, ils commencent à montrer les dents. Donc, je trouve ça horrible, cette espèce de façon qu'ont les gens d'avoir un but quand ils discutent. Moi, quand je discute avec quelqu'un, c'est pour essayer de comprendre quelque chose. C'est pas... Et je trouve ça affreux. C'est une baisse de la qualité du dialogue qui est extraordinaire. Et je sais pas d'où ça vient. C'est même une erreur, je pense, des politiques. Parce que les politiques pensent que, la population veut. Alors, moi, je regarde les chiffres. Les produits le plus consommés dans les hypermarchés, c'est la bouteille d'eau en plastique, c'est la marque Cristalline, on peut la citer. Le rapport sur la loi AGEC, ils ont regardé de 2018 à 2021 la consommation d'emballage plastique en France. Donc, on était quand même dans la période de bashing à fond, hein, ça veut dire vraiment à fond, plus 3%. Les gens la consommation d'emballage augmente. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans l'industrie plastique, l'automobile va très mal, du fait de la situation qu'on connaît. Le bâtiment va mal aussi, c'est conjoncturel. L'emballage plastique est l'un des secteurs qui se porte le mieux. Donc la population, on fait croire en fait aux politiques, parce que parfois on regarde sur un LinkedIn et on voit qu'on a eu 200-300 likes sur un post anti-plastique. Il y a parfois des élus, comme des gens comme Philippe Bollot, qui est un ennemi juré de l'industrie plastique, en tout cas à mon sens. Il est tout content d'avoir 200 ou 300 likes sur... mais c'est rien. Enfin, 200-300 likes sur combien de vues, sur combien de choses? Rien. C'est-à-dire que c'est un microcosme qui se fait plaisir. Enfin, ils se font plaisir entre eux, j'ai presque envie de dire, de dire, voilà, le plastique, on va interdire, on va faire ci, on va faire ça. Alors qu'au niveau mondial, ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire... Bill Gates, on peut penser ce qu'on veut de Bill Gates, mais dans son livre Climat, comment éviter le désastre, il disait il faut 3 choses pour que l'humanité puisse continuer à exister. Le métal, le béton-ciment et le plastique. Oui. Et il a dit que le plastique, parmi les 3, c'est celui qui ne contribue pas au réchauffement climatique. Et on connaît Bill Gates quand même, démocrate, etc., et qui lui-même n'attaque pas le plastique. Et nous, en France, on est encore plus, on va dire, démocrate que les démocrates, quoi. C'est complètement crétin. Ben voilà, parce que une fois de plus, je retrouve la même discussion qu'on avait avec Furfari, la même discussion qu'on a, c'est-à-dire cette baisse de niveau, ce manque de respect pour la connaissance et ce refus d'apprendre par la discussion. C'est-à-dire que vous arrivez dans les discussions en étant certain que vous avez raison. Et je trouve ça dramatique. C'est très difficile d'avoir, on va dire, un vrai débat contradictoire. Alors, le livre a permis quand même d'ouvrir le débat, parce qu'en fait, avant le livre, c'était très compliqué de pouvoir passer dans un média et en parler, mais effectivement, j'ai pu être même par France TV, j'ai eu même un débat avec une représentante d'ONG, et quand on regarde, au début, la journaliste pouvait être un petit peu, on va dire, pas forcément, on va dire, de mon côté, mais vers la fin, avec la discussion et en amenant des arguments, en fin de compte, elle se retourne vers l'ONG en disant, mais attendez, mais quand même, peut-être qu'il a raison. Parce qu'effectivement, il y a quand même énormément de choses. Enfin, moi, je prends un exemple qui est quand même assez marquant, c'est qu'on n'arrête pas de nous expliquer que le plastique pollue les sols. Tout le monde a entendu ça, le plastique pollue les sols. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi la France est l'un des derniers pays de l'Union européenne, encore aujourd'hui, à enfouir les emballages plastiques dans le sol? 30% des emballages plastiques finissent sous terre. L'Allemagne n'a plus d'enfouissement. La Belgique n'a plus d'enfouissement. Même en dehors de l'UE. Alors parce que tout simplement, c'est rentable. C'est rentable. Aujourd'hui, c'est faire un trou et mettre des déchets dedans. La France n'a pas poussé, on va dire, à l'investissement pour créer, on va dire, des centres de recyclage. Il y a aussi des industriels qui, en fait, parfois à l'étranger, font du meilleur travail parfois que ce qu'ils font en France. Hein. On a des champions, Veolia, Suez, Paprec, etc. On les considère comme des champions. En tous les cas, Veolia, par exemple, aujourd'hui, investit plus dans le recyclage du plastique en Espagne qu'en France. Donc, à un moment donné, le problème, il est là. C'est-à-dire, moi, j'attends les ONG, on entend le recyclage. Ils attaquent le recyclage en permanence, mais le nombre de livres, le recyclage est un enfumage, le recyclage est une hérésie, d'ailleurs, les termes religieux qui sont employés. Mais l'enfouissement, non, c'est pas grave. L'incinération, parce que l'incinération, c'est bien pour faire de l'énergie, mais c'est une solution qui doit être en dernier recours. Or, aujourd'hui, l'Allemagne, c'est 50% de recyclé, 50% d'incinération. Mais ils incinèrent vraiment que ce qui n'est pas possible de recycler. En France, je dis 23-24%
de recyclage, à peu près 30% d'enfouissement et le reste c'est incinéré. Et incinéré, c'est facile aussi pour recycler. Il faut quand même des gens qui séparent les déchets, il faut des machines de tri optique qui puissent capter, on va dire, les flux, et il faut de l'investissement. Et ils ne veulent pas en fait investir, c'est-à-dire que ça les embête de le faire. Vous avez aujourd'hui 17 pays de l'Union européenne qui ont mis en place ce qu'on appelle la consigne pour les bouteilles en plastique. Vous le mettez dans une machine. En France, alors parfois on trouve ça dans 2-3 endroits, mais c'est à l'échelle, on va dire, privée, quelqu'un qui a mis ça en place localement. L'Union européenne a dit quoi? Elle a dit, écoutez, on va mettre ça en place de force. En 2029, vous devrez le faire. La France refuse toujours de le faire. Parce que les collectivités disent, attendez, mais les bouteilles plastiques, c'est de l'argent, c'est une ressource. D'accord, si c'est une ressource, pourquoi est-ce que vous soutenez la fin des emballages plastiques alors? Parce que s'il n'y a plus d'emballages plastiques, il n'y aura plus de bouteilles. Tout à fait exact. Il y a vraiment beaucoup de paradoxes, en fait, et de tartufferies que mon livre, en fin de compte, met en lumière. Et je vous dis, il y a vraiment toutes les solutions pour pouvoir régler le problème. Voilà, donc, un, vous le lisez, et deux, vous écrivez à tous vos hommes politiques, etc., en disant d'arrêter d'emmerder les gens, qu'il y a des solutions et que le plastique, c'est pas si mauvais que ça. Je voulais vous remercier, c'était très gentil de venir me voir. Et puis, vous avez fait la connaissance de Jeeves, vous avez fait la connaissance des bureaux. Revenez pour votre prochain livre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.